Moi, j'ai quand même une histoire drôle avec la police puis les réseaux sociaux dans des écoles secondaires parce que quand j'étais en 6e année, c'était comme peut-être 2e année de YouTube qui existe, genre, puis des amis à moi, mais moi, j'étais pas impliqué dans le projet, là, rassure-toi, ils ont décidé de faire une chanson de rap. Puis ils ont fait un beat de rap, c'était hard. Pour vrai, c'était un bon beat de rap. Puis dans le visuel, ils ont mis une photo, montage Photoshop, puis un des gars, il tenait un fusil en plastique. Comme, tu sais, j'étais un gangster, tu sais. Puis là, ils ont mis ça, puis c'est devenu viral dans notre école primaire. Là. Comme tout le monde écoutait cette affaire-là, les profs l'ont découvert. Puis là, ils ont comme tout de suite l'imagerie du fusil, ça a comme sonné une cloche, puis ils ont fait venir la police. Ouais. Yo, ici Mounir Kadouri pour le balado Empreinte numérique. Cette saison, on rencontre des élèves de l'école secondaire Édouard Montpetit pour discuter du thème Zéro toxique dans ton univers numérique. Avec des experts, on explore comment créer un environnement plus positif en ligne et quoi faire quand ça déborde. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est avec l'agent Samuel Milot, policier dans les écoles de Trois-Rivières et les étudiants Eden et Noémie. On va parler de toxicité en ligne, de cyber-intimidation, de cybercriminalité. Puis on va commencer ça tout de suite avec une question un peu, tu sais, oui, les intervenants peuvent s'en mêler, les profs s'en mêler, mais quand ça vient d'un autre jeune qui est comme, hey, qu'est-ce que tu fais, c'est lame, genre de niaiser cette personne-là, arrête, tu sais, puis comme l'espèce de essayer de stigmatiser la personne qui est en posture de comme, t'es méchant en ce moment, pourquoi t'es désagréable, pourquoi tu vis cette personne-là. Est-ce que vous sentez que comme, dans votre milieu, il y a comme ce sentiment-là de genre, hey, yo, pourquoi t'es pas chill, genre, pourquoi t'es, où on valorise plus comme la personne qui fait la joke la plus drôle sur l'autre personne, c'est comme... Mais j'ai comme l'impression que les gens, ils valorisent plus la personne qui fait la blague la plus cool. Puis oui, des fois, les gens, ils se font dire, OK, mais genre, tu vas trop loin, mais c'est extrêmement rare dans comme ce que j'ai observé. Puis, ben, c'est plus dans la vraie vie ce que j'ai observé, mais les gens, c'est rare qu'ils se font dire, OK, tu vas trop loin. Puis j'ai aussi l'impression que comme, des fois, quelqu'un qui se fait dire « Ah, arrête, c'est même ce que tu fais », ça va peut-être pas la faire arrêter. Je sais pas si j'ai tort, mais je pense pas, là. Ben non, moi je suis d'accord avec toi, mais souvent c'est la personne qui va niaiser, qui va être comme valorisée. Donc les gens ils vont l'encourager. Puis aussi des fois il y a des gens qui vont pas être d'accord, mais il y aura l'effet de groupe, donc ils vont, ils vont encourager aussi alors qu'ils auraient pu dire d'arrêter. Les gens, ils font comme... L'effet de groupe, c'est un truc qui est très puissant, puis souvent, ça amène les gens à agir extrêmement différemment de comment ils agissent tout seuls. Ça fait que, par exemple, en classe, les gens, ils vont niaiser beaucoup, faire des blagues qui sont pas drôles et qui sont donc pas des blagues, et faire des affaires pas correctes, mais à la maison, ils vont être bien corrects parce qu'ils sont tout seuls, puis le contexte est différent. J'ai aussi l'impression qu'en ligne, les gens, ils ont une impression de fausse anonymité. Ils ont l'impression qu'ils peuvent pas être trouvés, qu'on peut pas les retracer et que donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent sans conséquence. À quel point qu'on peut les retracer? On peut les retracer avec une enquête, justement. Et puis, c'est sûr qu'il y a des applications qui vont prôner l'anonymat, un peu comme avec des messages éphémères comme Snap. Mais l'anonymat en tant que tel, nous autres, on fait des enquêtes. Il y a des ententes avec les réseaux sociaux. Donc, un enquêteur est capable, ultimement, de retrouver la personne qui a fait le commentaire qui était au-delà de la limite du légal. Est-ce qu'il faut un mandat pour ça? C'est sûr que les policiers et les enquêteurs vont prendre toutes les prédispositions légales pour aller chercher ce genre de choses-là. Parce qu'en tant que tel, quand un dossier se ramasse à la cour, il faut prouver que la preuve, on l'a acquis de façon légale. À partir de quel âge ça peut être comme tu peux avoir un impact criminel sur comment tu agis en ligne? Il faut savoir qu'au Canada, le Code criminel, ça, c'est le livre qui contient toutes les lois, s'applique à partir de l'âge de 12 ans. C'est-à-dire qu'un jeune qui va en frapper un autre dans le corridor va se faire accuser de voie de fait à partir de l'âge de 12 ans. Mais il faut savoir qu'il y a un comportement qui est dans la vraie vie et puis en ligne, mais c'est la même chose selon le Code criminel. C'est-à-dire qu'une menace qui se fait à l'école versus une menace qui se fait sur les réseaux sociaux, c'est aussi grave les deux. Donc, on peut procéder à l'arrestation des deux personnes. Donc, 12 ans, c'est l'âge qu'un jeune peut commencer à avoir des problèmes avec le Code criminel. Donc, c'est à partir de 12 ans. Mm-hmm. Et si tu fais quelque chose avant, ça va pas compter? À ce moment-là, c'est un petit peu différent. Exemple, une personne de 11 ans va faire des menaces. À ce moment-là, ce sera pas la police qui va intervenir. On va plus aller d'une approche plus avec les intervenants scolaires, avec la DPJ qui peuvent être mêlés dans tout ça. Mais c'est sûr qu'au tribunal, pour être retrouvé coupable, il faut que tu aies commis une infraction à partir de l'âge de 12 ans. Je trouve qu'à 12 ans, les enfants ils sont pas assez responsables pour savoir ce qui est bien ou ce qui est mal ou pas, ou bien ou pas.
Mais genre, c'est bien que ça reste à 12 ans, mais comme, il y en a vraiment qui sont pas assez responsables. Tu sais, on parle de menaces, d'harcèlement, mais tu sais, souvent, ça va être des blagues. On va comme peut-être trouver que la personne s'habille mal, puis là, on va parler d'à quel point elle s'habille mal pendant 2 heures sur Snapchat une soirée. C'est où la limite? À partir de quel moment on est comme, hey, là, vous abusez un peu, là? Oui. Donc, il faut savoir qu'être méchant dans la vie, là, dire à quelqu'un, rire de son surpoids, ou bien rire de sa façon qu'elle se coiffe, de son hygiène corporelle, c'est pas quelque chose qui est criminel. Par contre, ça va devenir criminel quand elle va craindre pour sa sécurité. Exemple, menacer de lui casser la marboulette, donc c'est menacer de causer des lésions corporelles, c'est quelque chose qui est criminel. Menacer de briser son téléphone, c'est quelque chose qui est criminel. Dire à quelqu'un, « Hey, tu reviens à l'école demain, ça va mal aller pour toi, on va t'attendre, moi puis mes chums de gars », à ce moment-là, la personne sent que sa sécurité est compromise, c'est une infraction criminelle. Donc, toutes les infractions qui sont dans le code criminel s'appliquent en fonction des paroles qui sont dites. Donc, on va vraiment interpréter la parole avec les articles de loi. J'ai l'impression que la prévention, ça a des limites. On peut dire à quelqu'un, « Hey, fais pas ça, c'est criminel, t'as pas le droit de faire ça », et ça va quand même arriver. Oui. Donc, oui, dans les faits, c'est bien la prévention. Mais j'ai quand même l'impression que c'est pas très efficace. C'est efficace pour certaines choses, mais il y a quand même des gens qui se font super intimider. Il y a quand même des gens qui se font intimider dans la vraie vie. Moi, j'ai subi de l'intimidation dans la vraie vie. La prévention, ça empêche pas. Non, ça, c'est 100% vrai, et puis tu as un très bon point. Par contre, il faut savoir que moi, la police, je suis pas tout seul quand on fait un travail de prévention. À ce moment-là, on va travailler avec des intervenants scolaires, qu'eux autres vont peut-être faire une rencontre avec la victime et puis avec l'auteur de cyberintimidation. Donc, il n'y a pas une personne qui peut régler le problème de l'intimidation, de la cyberintimidation. C'est un travail ensemble, collectif de société. Et puis juste le fait, exemple, qu'un jeune sur Snap est témoin de cyberintimidation, prenne position contre les auteurs, bien ça, c'est un effet très dissuasif. Mais la réponse magique, la réponse simple qui dit « Hey, c'est ça la solution », ça n'existe pas. Donc, c'est ensemble qu'on va améliorer qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est pas juste la police qui peut faire ça. C'est aux gens d'apprendre à se comporter correctement en ligne. C'est aux gens qui le font d'arrêter de le faire, pas à ceux qui le subissent d'arrêter puis de se priver des trucs qui peuvent être très bien s'ils sont bien utilisés. Est-ce qu'avec l'IA générative, ça devient de plus en plus difficile de faire confiance aux preuves qui vous sont données par les personnes qui portent plainte? C'est sûr que quand on va regarder peut-être la vidéo dans 2 ans, on va dire « Oh mon Dieu, à cette heure, les images avec l'IA est rendues à un tout autre niveau ». Mais ça reste que ultimement, s'il y a de la fausse preuve qui est faite avec l'intelligence artificielle, à ce moment-là, ça peut être une infraction criminelle qui s'appelle du méfait public, parce que tu peux pas inventer une infraction. Donc, ça veut dire à ce moment-là, si tu mens à la police avec des fausses preuves, c'est une infraction criminelle. Et puis ça aussi, avec l'intelligence artificielle, on a maintenant les images de plus en plus d'élèves qui prennent les images d'une personne qu'elle déteste, la met flambant nue. Alors là, ça devient de la production de pornographie juvénile, alors que l'image n'est pas vraie. Il n'y a rien de vrai là-dessus. Mais par contre, c'est aussi grave côté conséquences. Donc à ce moment-là, l'intelligence artificielle, on est au début de tout ça. Puis comme je vous dis, je suis persuadé que dans 2, 3, 4, 5 ans, on va peut-être rire de nous autres à quel point qu'on était peut-être ignorants de ce phénomène. Ça arrive de plus en plus souvent, des hypertrucages comme ça, c'est comme monnaie courante? C'est des choses qui arrivent de plus en plus, en effet, parce que c'est rendu de plus en plus facile. Donc, rien qu'au début, l'intelligence artificielle, on allait sur ChatGPT. À ça, il y a plusieurs autres modèles, mais c'est la même chose pour des applications qui vont justement faire des images à saveur plus croustillante, qu'on pourrait dire, mais ça reste qu'ultimement, le code criminel, il est super simple. Si tu as une image qui correspond à la pornographie juvénile, une personne de moins de 18 ans dans un contexte sexuel, c'est criminel. Donc, peu importe l'outil qui va être utilisé, si tu es à l'origine de cette image-là, tu vas te faire accuser de ça. On s'entend que tu n'as pas jamais filmé, par exemple, un élève complètement nu, mais à ce moment-là, tu l'as quand même créé, ça va être aussi grave. Donc, c'est des infractions criminelles. Donc, c'est juste bien comprendre que, encore une fois, le code criminel s'applique partout. Donc, penser que, pas à cause qu'on est à travers notre téléphone, qu'on est anonyme, qu'on est imputable, qu'on n'est pas imputable, à ce moment-là, c'est l'affaire que chaque jeune doit penser. Quel genre de ressources qu'il y a pour parler de ce genre de thématique-là, de cyberintimidation, de cyberharcèlement? Il existe le site web de la Trousse Antitroll, donc qu'à Trois-Rivières, on a lancé. Ça, c'est en partenariat avec toutes les écoles secondaires. Puis on s'était posé la question à l'époque, comment est-ce qu'on peut faire pour aider un jeune qui est victime de cyberintimidation pour qu'il trouve une solution? Parce que la plupart des jeunes, là, quand ils vivent de quoi en ligne, là, ils vont garder ça pour eux autres mêmes, puis les conséquences sont aussi graves que s'ils avaient parlé à un intervenant scolaire.
C'est comme ça que le site web de la trousse antitroll a été lancé. Et puis, justement, dans ce site web-là, il y a une section pour les parents, une section pour les intervenants, parce que le but, c'est qu'on mette nos efforts en commun et puis qu'on réussisse à faire avancer la cause, qui est une sécurité numérique pour tous. Ben, merci tout le monde. Merci, M. Milo. Merci, Eden, Noémie. C'est un sujet riche mais important. Je pense que l'Internet a complètement bouleversé comme notre rapport à l'existence. Je dis ça de même largement. Mais fait que dans la loi, dans le milieu scolaire, puis je pense que c'est bon d'avoir ces discussions-là pour en apprendre plus. Empreinte numérique est une production de Printemps numérique et soutenue par le Secrétariat à la jeunesse du Québec.